Éric Ruff, Séverine Daucourt, Laurent Milaïsen. Le Bureau des jeunes lecteurs, auteurs, saison 2019-2020. Éric, peux-tu nous parler en quelques mots de ce beau projet qu'est le Bureau des jeunes lecteurs, auteurs? Alors, je peux vous parler éventuellement de ce qui a présidé à son invention il y a 2 saisons, je crois, c'est la seconde saison. Il y a un comité de lecture tout à fait officiel à la Comédie Française depuis très longtemps et qui fait rentrer les œuvres de la Comédie Française au répertoire de la Comédie Française. Et dans ce comité, il y a des acteurs, des praticiens, ceux qui vont jouer les textes, et puis il y a d'ailleurs Séverine en fait partie, il y a des personnalités extérieures du monde des arts et des lettres. Donc j'ai toujours observé que ce mélange entre ceux qui peuvent penser les textes, ou la notion même du répertoire, et ceux qui les disent et qui les portent, il y a de temps en temps des avis qui ne sont pas les mêmes, il y a des avis qui s'augmentent les uns les autres et qui font masse et qui font sens. Donc l'idée était d'avoir des gens qui étaient des jeunes gens intéressés par l'écriture ou des jeunes lecteurs assidus. Et on se disait, le fait de mélanger les deux, de demander à des lecteurs d'écrire aussi et à des auteurs de lire aussi, et de rebondir, que les deux pratiques rebondissent l'une sur l'autre et s'augmentent en sens et en pratique. C'était une chose qui a initié, je pense, l'invention de ce bureau des jeunes lecteurs auteurs. Par rapport à cette idée de mettre un peu en effervescence les liens entre texte lu et texte écrit, on s'est dit que c'était important de faire passer ces jeunes par la position de l'auteur et de les faire traverser un peu toute la partie créative qui souvent fait un peu défaut quand on approche des textes au cours de la scolarité, etc. Donc moi je suis chargée au sein de ce bureau d'accompagner toute cette partie créative d'écriture poétique sur la base des textes qu'on étudie par ailleurs avec Laurent en atelier de dramaturgie. Et voilà, pour essayer de voir ce qu'on peut, à partir d'une lecture, écrire et comment ensuite cette écriture va nous faire revenir de manière différente, avec une acuité différente à la lecture. Enfin, c'est vraiment tous ces mouvements, texte, lecture, écriture et comment ça s'entrelace qui sont un peu mis à l'épreuve. Les jeunes qui sont là ne sont pas des auteurs, certains peuvent l'être, mais globalement ce sont juste des jeunes qui aiment les mots, qui aiment la littérature, donc qui aiment la lecture, l'écriture éventuellement, même si moi jamais pratiqué, et le théâtre. Enfin, voilà, c'est les mots comme ça au centre de ces trois pratiques. Et là, l'écriture est parfois là, pour eux une première expérience, et c'est très précieux d'avoir ce long cours pour qu'il y ait le temps de découvrir, de lâcher, de trouver, de creuser sa voix. Voilà, c'est une très belle expérience à travers les mots, à la rencontre de voix comme ça très singulières qui se répondent. Comme le disait Séverine, mon rôle est un rôle d'accompagnement dramaturgique. J'anime à 6 reprises des rencontres, un bureau de lecteurs avec tous ces formidables jeunes gens, au cours duquel ils sont à chaque fois confrontés à 2 œuvres que nous analysons, qu'ils lisent parfois eux-mêmes, qu'ils lisent à voix haute pendant l'atelier pour en mesurer la qualité théâtrale, la qualité vocale, la qualité rythmique, mais aussi la construction dramaturgique. Et mon souci est toujours de veiller à couvrir un éventail le plus large possible de textes, de genres de textes et d'histoire du théâtre. On a commencé par le début, on a commencé par les Perses d'Échille, qui était aussi une occasion de mesurer à quel point, sur des œuvres écrites dans des langues étrangères, et là en l'occurrence une langue qui n'existe plus, la traduction peut complètement changer le regard qu'on a sur une œuvre. On a travaillé sur du répertoire classique, on a travaillé sur Jules César de Shakespeare, on a travaillé sur Bajazet, on a travaillé sur des auteurs contemporains, on a travaillé sur La pluie d'été de Marguerite Duras, une adaptation qui avait été faite par Emmanuel Domas au Vieux-Colombier il y a quelques années. On a travaillé sur
des autrices étrangères, des Hallowers, La vie sur la princesse Roosevelt. On a travaillé sur des autrices contemporaines françaises, Pauline Perrade. On a travaillé sur un immense auteur africain, nigérian, qui a écrit une adaptation du Burois qui s'appelle Babou Roi. On a travaillé sur un spectre extrêmement. On a travaillé sur les origines aussi de la comédie du XVIIe siècle français, sur Rosante, sur les noces de Béthia, une époque où la langue n'était pas encore corsetée et où on pouvait parler, pardonnez-moi l'expression, mais on pouvait parler de cul sur scène. Et c'est une pièce extrêmement truculente pour élargir, donner de la matière, donner de la liberté, donner de l'imaginaire, pour qu'ensuite cela puisse être resservi dans les ateliers avec Séverine. Et pour terminer, je dois dire que c'est pour moi, en tout cas dans cette maison, une expérience absolument extraordinaire de rencontrer. J'ai toujours pensé que le théâtre était un art extrêmement populaire et qui doit s'adresser à tous, et d'avoir autant de jeunes gens d'horizons aussi divers et de personnalités aussi diverses, avec des histoires aussi diverses, et de voir qu'on peut se retrouver sur des textes, sur des œuvres, et qu'elles peuvent éveiller des choses à la fois individuelles et communes, c'est un plaisir, une fierté, enfin, c'est absolument formidable. Cette année, comme il n'y a pas eu cette possibilité de restitution à la coupole, on a décidé d'essayer quand même de montrer des choses qui avaient été écrites et sous un format vidéo. Donc chacun d'entre eux s'est enregistré chez lui avec son ordinateur, son téléphone. Et on a fait, Adèle Castelin a fait un montage de toutes ces vidéos qui donnent une restitution d'une partie du travail d'écriture qui a été fait. Parce que la dimension en fait, de l'oralité qui est abordée aussi dans les ateliers de dramaturgie est vraiment importante aussi. Comment les mots s'incarnent, comment ses propres mots, où est la voix d'un auteur, est-elle dans la page, est-elle dans son corps. Voilà, c'est encore des mouvements qui sont questionnés par cette dimension de l'oralité et de la restitution scénique en principe, mais qui cette année n'a pas eu lieu et qui est donc un peu tronqué, mais en même temps donné d'une autre manière dans ce montage vidéo. Oui, la présence physique est importante, mais ce qui est essentiel dans cet atelier, formation, je ne sais pas comment l'appeler, c'est que c'est in situ. Ça n'est pas du tout la même chose que de rêver au théâtre dans sa salle d'université ou chez soi, que d'être dans un lieu qui est traversé par des courants physiques, par des courants d'idées, par des gens qui courent parce qu'ils vont lever ou rentrer. Donc la rencontre même avec les acteurs, les metteurs en scène, être à l'intérieur, ce mélange des genres qui est très concret pour le coup, fait théâtre, fait masse et fait théâtre. Malheureusement, là, cette année, ça ne sera pas, je vais employer ce mot, en présentiel, en présence du ciel, à la coupole, ce que nous avions fait l'année dernière, et c'était une restitution très, très riche, très émouvante, en espérant bien que la saison prochaine, on recommence toutes ces actions éducatives. Elles nous importent, elles ne sont pas simples à faire, évidemment, parce qu'il faut trouver l'élan pour le faire, le temps pour le faire, et puis il faut trouver l'argent pour le faire. C'est la fondation, donc c'est les mécènes de la Comédie Française qui nous aident depuis 2 ans, et j'imagine pour le futur à accomplir ce travail, cette mission. Et une femme à la robe blanche, et blanche, la femme à la robe, et l'homme au bouquet, et la sœur à la rose, et rose, la sœur à la robe, et l'homme assis sur la pierre de la cheminée. Et, devant la cheminée, Pierre, le frère, et le frère du frère, et le mari au costume 3 pièces, et l'enfant ramassant 3 pièces tombées du panier, et le panier à la main, la mère, et
le maire, sirotant le vin. Et puis vint le témoin et une fille au rire coquin. Et, riant avec elle, le grand paternel muni d'une pelle à tarte. Et, le gâteau coupé, arrive la bonne copine. Et la bonne, devant la maison, perdue sur le seuil. Et, la regardant du coin de l'œil, le jeune valet dans l'escalier. Et le fils, glissant sur la rampe. Et sa mère, mécontente, quelque peu grisonnante. Et le chien qui se faufile entre les gens. Et le gendre d'ailleurs, originaire de Gand. Et le petit Jean, descendant à la cave, et aussi l'oncle Octave, qui danse avec la belle. Et la belle Annabelle, au jupon virevoltant. Et la petite Anna, installant les napperons. Et celle qui les déplie d'un blanc immaculé. Et la Vierge naïve, au sourire éclatant. Et l'enfant qui éclate des bulles de savon. Et pour finir, le vieux qui voit, entend, écoute et qui attend la mort dans ce Capharnaüm. J'imagine l'acoustique de cette salle vide au siège neuf. J'aime mon regard teinté par les vitres de la berline. Je regarde ses traits avec envie, presque désir. Je souris souvent, sans montrer mes dents, bien qu'encore blanches. Je regarde dans le vague, pour éviter la suite de ma vie. J'ai honte rien que d'y penser. J'ignore quand on sort de tout ça. Je sens les grains de béton s'enfoncer contre mon coude dans ma chemise. Tout m'enveloppe comme une couette. J'assume l'énergie dont je manque sur la paille. Je suis le roi dans cette prison. Je m'évade par manque de repères. Je cherche ma gamelle. Je dompte la verticalité. J'aimerais monter tout en haut. Je m'accroche à tout pour avancer, mais je descends. Je n'espère plus rien en bas. J'attends de bouger plus loin, moins vite qu'ici. La pagaille m'épuise. J'étouffe. Je m'écrase sous un ciel gorgé d'eau. Il est lourd. Celui-ci vivait au rythme de la vie. Il demandait à chaque jour sa peine. Il lui offrait sa joie, au rythme de sa vie. Il avait le cœur attentif, aux joies et aux peines. Quand a soufflé une brise légère, il a senti le vent nouveau. Celui-là était ancré dans sa vie, lesté par lui-même, par ses succès et ses conquêtes. Il n'espérait plus que rester en place ou s'alourdir encore. Il ne savait considérer un homme que par son poids. Il haïssait la légèreté et jurait contre eux. Celui-ci était fait de morceaux disséminés. Il en saisissait un, il s'émiettait, il se brisait davantage, s'éparpillait. Il passait sa main dans le sable de sa vie. Il trouva un grain qui lui résista, à peine plus gros que les autres, mais solide. Alors il a recollé les morceaux autour, un à un, autour de son petit caillou. Il s'est construit. Il était plus petit que les autres, mais il savait de quoi il était fait. Celui-là était important, pour les autres et pour lui-même. C'était un gouverneur, il importait, il se perdait dans son importance. Elle les méprisait, il les méprisait. Il vit son importance mettre à mort. Il les brisa. C'était sa voix qui ordonnait. Celui-ci n'était plus personne.
plus rien. Il ne méritait plus de regard. Mais une main s'est offerte. Elle le fit jaillir au grand jour. Il la saisit, se dressa, jeta son manteau et s'élança. D'une main jaillit sa vie. Celui-là était impatient. Il ne pensait qu'à son dû, sans se questionner sur son mérite. Il avait soif de grandeur, mais il voulait que tout change plutôt que lui-même. Celui-ci attendait. Il avait été happé par sa propre vie. Mais il avait gardé un germe de conscience qui ne demandait qu'à éclater. Un germe d'absolu. Il cherchait. Il était prêt à se laisser trouver. Celui-là bâtissait tout de ses mains, de ses propres mains. Il avançait, son pas à son pas. À la force de ses bras, il voulait se bâtir. Cela était le chêne millénaire, le plus bel arbre de la forêt, solidement enraciné. L'hiver venu, on ne voyait que tronc imposant. Mais c'est sans bruit, par ceci, que le printemps est arrivé. Voici une femme qui attend de pouvoir entrer. Elle colle son oreille à la porte et essaye de voir à travers le trou de la serrure. Un autre attend une femme. Il se hisse sur la pointe des pieds pour atteindre la fenêtre qui lui permet de voir au dehors. Un autre sait que quelqu'un arrive, mais il ne voudrait pas qu'il puisse entrer. Et celui-ci ne peut pas sortir. Voici la femme qui a entendu et qui a vu de l'autre côté de la porte, dans la pièce. Et parce qu'elle a entendu, et parce qu'elle a vu, elle s'en va. On ne sait pas ce qu'elle a entendu en collant son oreille contre la porte, ni ce qu'elle a vu en essayant de voir à travers le trou de la serrure. Mais elle s'en va. Voici l'homme qui sera bientôt désespéré parce qu'il attend toujours l'arrivée de la femme qui a vu par le petit trou de la serrure, qui a entendu et qui est parti. Mais l'homme est toujours hissé sur la pointe des pieds pour atteindre la fenêtre qui permet de voir au dehors. Parce que la femme croise celui qui arrive, et l'homme est distrait par cet homme qu'il ne connaît pas, qui capte son attention seulement quelques secondes, mais c'est le moment exact où la femme sort. L'homme qu'on ne connaît pas entre dans l'immeuble. Il se dirige vers l'ascenseur. Il voit la femme qui descend les escaliers. Et celui qui n'attend pas ne peut toujours pas sortir. Voici l'absence de la femme qui fait pleurer l'homme qui l'attend. Voici l'homme qui pleure la femme qui est partie. Voici un homme inconnu qui est entre le 3e et le 4e étage dans l'ascenseur. Et le dernier ne trouve pas de solution. Il se sent pris au piège. Rencontre manquée, reportée, refusée. Voici une femme qu'on ne peut pas oublier, mais on ne sait pas où elle est. Voici un homme inconsolable qui ne comprend pas. Voici un homme qui sonne à la porte et qui s'immisce là où il n'est pas le bienvenu. Voici un homme qui a peur et qui ne sait pas vraiment ce qu'il attend. Il entend des pas devant la porte, la sonnette. Alors, il se lève et ouvre. Voici le facteur dans ma chambre qui dépose un colis sur mon lit. Il est assoiffé et me demande poliment un verre d'eau. Je cours dans la cuisine. Voici dans la cuisine la présentatrice du journal de 20 heures. Elle est muette, elle a le regard fixe, un sourire crispé, mécanique, déforme son visage en haute définition. Voici ma mère dans ma chambre qui cherche la télécommande. Voici un homme collé contre le mur, planté devant elle, qui lui demande d'appuyer sur son corps comme sur des boutons. Un autre surgit soudainement et s'effondre sur le tapis.
Il était caché dans l'armoire. Son torse est nu, simplement couvert d'un manteau de tatouage. Il se relève et tape du pied sur un rythme invisible. Voici une femme enceinte, avec un bon verre de vin rouge qu'elle renverse sur le tapis. Une voix d'enfant s'écrie « Au feu !» Le petit garçon est sur le balcon et distribue ses crachats sur le crâne des passants. Un quatuor jazz débarque dans les toilettes. Les musiciens suivent la pulsation de l'homme tatoué. Même rythme que le cardiogramme de la voisine du dessus, 94 ans, à moitié dans le cercueil, qui a atterri sur mon bureau sur une suite de bacs. Voici les morceaux du plafond qui sautillent sur du two-step. Un autre morceau préfère le hip-hop. Voici le groupe de rock préféré de mon groupe de rap préféré qui improvise un concert dans mon tiroir. Voici une drag queen qui contemple le ventre de la femme enceinte et cherche à savoir si la terre est vraiment ronde. Me voici enfin, avec le verre d'eau dans lequel flotte ce festival d'identité. Je suis cette envie de ne pas s'habiller. J'aime bien rester comme ça. Je suis comme le rose pâle sur les joues des enfants. Je n'ai pas besoin de me regarder. Je suis le siège sur lequel on ne s'assoit plus. Je vais finir par m'éparpiller. Je vous conseille de ne pas me garder. Je ne suis pas de ceux qu'on attend. Je ne regarde plus en arrière. Je suis le placard de mes illusions, mais je n'ai pas trouvé la clé. Je suis la tache dans l'ombre de ton cou. Je suis caché désormais. Derrière le tatouage, je suis la cicatrice. Le silence qui trace l'empire des mots. La dernière page qu'on ne peut pas tourner. L'océan et les vagues réchauffent mon corps et mon cœur. Je fais le vide au milieu des poissons bretons et des algues vertes. Je suis légère. J'aime cette sensation de liberté. Je m'abandonne et respire. Je ne pense plus à rien et n'entends plus le bruit venant de la plage. Je suis amnésique. J'oublie ce qui existe en dehors de l'eau. Je bois la tasse. Personne n'aime ça et pourtant chez moi, c'est l'inverse. C'est salé. Ça me rappelle les bains de minuit de l'été dernier. Caro hurle mon prénom. Je ne réagis pas. J'identifie la détresse dans sa voix, mais je suis comme pétrifiée par le courant, complètement immobile. Je perçois les hurlements de ma tante et le danger qui approche. Pourtant, je reste stoïque. Les vagues se fracassent contre les rochers, l'eau pique ma peau, je suis bien. Rien ne peut me faire sortir de cet état. J'attends l'heure de la sortie. Je suis dans l'ombre de la ville comme un chien oublié. Je me regarde dans le miroir pour me prouver que j'existe. J'attends, caché derrière les pensées confuses. Je vois les mots parader sans un bruit. Je cherche mon visage au mépris de la foule. J'avance sans savoir ce qui me dépasse. Je sensualise en silence l'espace alentour. J'entends loin mon amour. Je traverse un palais de mots simples. Je me laisse aller à l'amour. Je me joue des mots doux. J'aime ta façon de ne rien dire. Je sens contre ma peau la chaleur de moi-même. Je me retrouve par hasard. Je dévore l'espace infini, c'est l'imaginaire. J'espère qu'il m'entendra. Je vibre de me savoir complètement libre. J'apprivoise l'instant de la chute. Je cherche encore. Je n'en peux plus de ton absence. Je plonge dans un souvenir liquide et chaud. J'accoste un rivage inconnu. Je sens la brume en moi s'épaississant. Je n'en peux plus de ton absence et j'accorde les mots qui nous séparent. Je dessine de tout mon corps des pleurs muets. J'inonde sur mon passage, je perds le fil. Je couvre ta peau d'un regard vague. Je maudis entre nous le mur. Je goûte enfin la sueur de ma défaite. Je guette par défaut le lieu où me reposer. Je ne comprends pas la tournure du monde. Je suis sûr qu'on m'attend quelque part. J'écoute le ralenti des feuilles dans le vent. Je brandis mon renoncement et je ferme la porte qui reste. Dans le creux des heures creuses ils sortent, tout juste avant le soir, et sont traînés avec eux ceux qui doivent l'être et ceux qui ne doivent pas. Dans leurs mains tout semble sombre, mais dans leur bouche il y a comme un éclat, et sont dits les soupirs silencieux, les grands moments de bonheur, le cœur des amoureux, et les yeux gonflent, limpides, et vibrent les oreilles, et les visages ainsi vivent,
accoucher des étreintes, des baisers, des grandes soifs de joie. On se prend les mains pour rompre la glace. Les poitrines chantent, et même si la peur sourd parfois, forte encore, forte toujours, et que ni clair ni obscur n'y change, et que les distances demeurent ouvertes, à grands coups de vent, jusqu'à torsion des lèvres, que cette peur se fait reine comme au premier temps, comme aux premières nuits, on peut encore l'éteindre. Il suffit de souffler. Voici une femme qui, essoufflée, pense son courant. Combien de fois encore vais-je devoir le lui cacher? Voici un homme qui, en réfléchissant, essaye de se convaincre. Je l'aime toujours. Elle et moi, nous pourrions changer le monde ensemble. À côté de la plage, voici des ombres qui se croisent et s'entrecroisent. Toutes pareilles, mais toujours différentes. Toutes unies, mais toujours séparées. Toutes présentes, mais toujours absentes. Penser à la vie le mène vers un labyrinthe dont il ne connaît pas la forme, qui n'a ni début, ni fin. Les ombres parlent. La première se dit courir pour s'habiller, tomber, courir pour ne pas rater le train, réussir. La deuxième panique, courir pour ne pas manquer une exposition, rater. La troisième remarque, courir pour se rappeler que ce sera la dernière fois, échec. La quatrième constate, courir pour traverser la rue, mourir. Courir pour ne pas être attrapé, être pris. Et voilà, finalement, un homme qui comprend. Vivre ne veut pas dire courir pour se perdre en courant. Vivre veut dire marcher pour pouvoir se retrouver en courant. La différence est ce qui fabrique l'individu. Elle le façonne comme le pain gonfle dans le four par la chimie sociale. L'individu doit impulser cette déchirure en lui et la chérir, même si c'est un gris-gris de malheur qui fleurit la rose avant de la bouffer. La méthode est simple, passer héritage, valeurs, éducation aux massicots, accepter ses préjugés pour mieux les mettre en sourdine et glisser au placard les idéologies trop bien narrées, se décrasser de la saloperie neutre et religieuse pour un départ tout nu. Mieux vaut être un mouton égaré qu'un mouton heureux. Le chemin sans balise émancipe l'individu et le détourne du pré-mâché et du confort. L'intime se sent fragile, flottant et vif quand il repousse la tendresse feinte et l'indignation sans coup de poing. Il arrive qu'on soit pourvu d'un trou où passe la lumière sans s'arrêter sur une paroi. L'on est pris de peur par notre non-totalité. Mais le brillant n'estomaque pas l'ombre sine qua non de celui qui métamorphose la honte en invention. Prenez garde aux êtres solaires. Ils cèdent aux caprices de la norme et vont rejoindre une horde plus effrayante que leur plein. L'ailleurs. Blanc sera noir, silence sera bruit, vide sera plein. Le premier, tranquillement, une cigarette aux lèvres, le second, tout sourire. On entend plus loin, c'est par là, venez. Deux se tenant la main, la tête baissée, le fils est mort hier. Lui reste un moment sous le chêne pour écouter les oiseaux. Trois portent le même chapeau, ils s'adorent. L'autre fait mine d'être heureux en glissant un sifflotement entre ses dents. Les deux jeunes du numéro 12 de la rue s'assoient sur le banc pour discuter peut-être enfin.
Une veste passe en marchant à vive allure. Une plus petite silhouette tente de la suivre. Un peloton sur roulette, un essaim de bruit envahit l'espace sonore. Celui au chapeau attend celle à la robe, 3 fois qu'elle ne vient pas. L'un bouquine en marchant, l'autre hurle au téléphone qu'elle ne lâchera rien. Celle plus loin mâche bruyamment son chewing-gum. Celle qui traverse rit si fort qu'elle fait trembler les réverbères. Ceux qui prétendent s'aimer font résonner leur langue sur toute la place. Celle à bicyclette tombe, puis se relève. Celui aux 4 chats vient juste prendre l'air. Celui qui fait retentir ses rêves de voyage porte des courses bien trop lourdes pour lui. L'une est venue faire mine de lire au soleil, mais pense à celle qu'elle aime. L'autre, plus loin, a mis ses nouvelles chaussures. Celui aux dents blanches tient la main d'un enfant aux boucles brunes. Les deux du coin de la place ouvrent une bière. De cette agitation brouillon, il arrive. Au cœur de ce cercle en mouvement, elle entre. Il et elle dévorent l'espace de leurs pas silencieux. Dans ce nuage de vie, un tango commence. Du chocolat, plus noir que noir. C'est pas sucré. Moi j'aime quand c'est sucré, mais je préfère le chocolat. Parfois le soir avec papa, on mange une boule de glace au chocolat en jouant à la bataille. Il m'a promis qu'un jour, il m'apprendrait les échecs. Il a vraiment un bel échiquier. On dit échiquier avec un i, pourtant on prononce échec avec un e. Papa m'a affirmé qu'avant, les gens, ils ne marchaient pas comme nous. Ils marchaient à 4 pattes. Le i c'est pareil, c'est un e qui s'est dressé. Et ça s'appelle l'évolution. J'aime bien quand les grands m'expliquent des choses. Mais moi j'aime pas expliquer aux grands. De toute façon, ils ne comprennent pas. Un jour, j'ai demandé à maman, où vont les gens qui sont morts? Tu penses à papy? Papy était mort. Papy, le papy de papy, ou le roi qui s'est fait couper la tête. Ils vont au ciel. Pourtant, papa m'avait affirmé que dans le ciel, il n'y a pas de dioxygène. Et c'est important de dire dioxygène. Donc papy, le papy de papy ou le roi qui s'est fait couper la tête, ils peuvent pas être au ciel. Ça marche pas. C'est pas comme ça. Moi je le sais. Mais je vais pas l'expliquer à maman. Parce que les grands, ils ont besoin de croire que papy, le papy de papy ou le roi qui s'est fait couper la tête ont toujours du dioxygène. Lumière, ça grouille partout, les corps se bousculent, s'assemblent, ça ne s'arrête pas et s'agite, ça semble être une seule forme. Ah non, il y a un garçon là qui s'ouvre, c'est vivant, tout le monde est là, les yeux fermés, rivés dans ceux des autres ou appétis par la lumière, et il y a ce garçon qui s'ouvre. Noir, on fume doucement, on s'embrouille, la fumée est épaisse, un regard perce, je vois les yeux d'une fille qui rigole, je ne sais pas si quelqu'un a déjà ri comme ça. Tu as déjà ri comme ça? Lumière, le garçon monte sur le bois, c'est le même, d'autres le suivent, ils sont comme un électron, détachés de la forme compacte que nous dessinons. Nous sommes une seule forme, ils sont un appendice, on s'embarque et on les regarde bouger. Noir, je vois la fille aux yeux qui brillent, elle tient la main d'une autre fille, celle qui rigole. Elle tient la main de 2 autres filles, un garçon la porte aussi, elle fait pousser des lumières autour d'elle. Lumière, il y a une fille qui est née de la lumière, elle est apparue sur le bois avec les autres garçons. Elle danse, elle tourne, le garçon qui s'ouvrait fume maintenant. La fille qui brille, noire, s'envole, crie, elle ne va pas retomber. Si, elle retombe, elle est comme entraînée par les autres, on ne la voit plus, les autres la regardent, un regard bleu, un noir, un marron, un plus sombre, un anthracite ou une couleur aussi jolie que le ciel, je ne sais plus le nom. Lumière, noir, plus rapide, lumière, un autre garçon saute, les yeux fermés, sans s'arrêter. Noir, je crois qu'il est resté suspendu, lui, il ne retombera jamais. Lumière, il y a une fille qui n'a pas l'air très bien, elle est sur le point de... Noir, je crois qu'elle va bien. Lumière, un autre garçon écoute sans bouger. C'est comme si, noir,
tout le monde danse pour lui. Lumière, elle s'enflamme, elle pousse ses boutons, comment on appelle ça? Au maximum et tout noir, on explose. Plus rapide, lumière, il y a le garçon vert qui me regarde. Noir, je le perds des yeux. Lumière, qui sont ces gens? Noir, c'est les flashs qui, lumière, découpent leurs gestes. Noir, je veux m'y fondre. Lumière, on est ensemble. Noir, on est ensemble. Plus rapide, encore. Lumière, on me pousse. Noir, m'éclabousse. Lumière de pierre, noir de mer. Lumière, je suis. Noir, dans l'eau. Lumière, la foule. Noir, les abysses. Lumière, m'engloutissent. Noir, on me touche. Lumière, ils sont là. Noir, le courant. Lumière, m'emporte. Noir, je respire. Lumière, il est là. Noir, le garçon qui s'ouvre. Lumière, il est toujours ouvert. Noir, je le touche. Lumière, il me regarde. Noir, je le touche. Lumière, il sourit. Noir, c'est un poisson. Lumière, je ris. Noir, il me. Lumière, je le. Noir. Lumière, on s'embrase. Lumière, plus rien. Lumière, les autres, ils ont tous disparu. Lumière. C'est un homme, debout. Il lit le journal. Les nouvelles sont tristes, son visage aussi. Les mots, imprimés sur le papier, s'impriment dans son esprit, s'entrelacent, créent une chaîne et entourent son cerveau. Il ne s'en séparera plus. C'est une femme, assise. Ses pieds touchent le sol, elle les soulève l'un après l'autre. Pointe appuyée contre le lino, talons suspendus dans les airs. Le premier pied se soulève, s'abaisse. Le deuxième pied se soulève, elle se baisse. Sa fourchette est tombée sous la table. Elle la ramasse et se remet en place. Le deuxième pied s'abaisse. C'est un homme, affalé sur sa table, fatigué. Sa joue, appuyée contre le dos de sa main, s'écrase. Des ridules se forment, s'étirent sur son visage, créent des montagnes, des ruisseaux. Ici une vallée, là un petit bout de lumière, plus loin, le reflet d'un enfant. C'est un enfant qui court. Il est matelot, son bateau navigue sur les flots. Il se faufile entre les chaises, percute une table, fait tomber la fourchette, s'arrête, repart, s'arrête. Le bateau a coulé. C'est un homme qui murmure. Un texte, un poème, une chanson. Il se fond dans le décor, disparaît dans le mur, on ne le voit plus. Il parle, on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas, il se tait. C'est une femme qui zigzague entre les tables. Elle croise l'homme au journal, lui parle, il sourit. Elle stoppe la cadence des pieds, le balancement des jambes de la femme en lui servant un café. Elle réveille l'homme affalé, détruit les montagnes, fait sortir les ruisseaux de leur lit, tend un verre d'eau pour remplir le ruisseau de la gorge. Elle esquive le matelot, la pâte avec un sandwich. Il est attiré, mais repart aussitôt. Elle murmure à l'homme qui murmure, le fait sortir de sa coquille. Elle le fait entrer dans la foule. Il la pénètre doucement. Il rencontre l'homme fatigué, l'enfant moussaillon, les pieds danseurs et plein d'autres. Il murmure, mais dans son esprit il y a foule. Ils sont lui et plein d'autres, ça grouille. C'est des fourmis qui avancent, creusent, tournent, partent, reviennent. C'est un lieu rempli d'esprits qui grouillent. C'est un lieu rempli d'esprits où il y a foule. Qui es-tu, toi? Pourquoi es-tu si loin? Tu as mal si j'appuie fort? Pourquoi es-tu si proche? S'il est mal enterré, un homme peut-il déraciner un arbre? S'il est mal enterré, un arbre peut-il déraciner un homme? Aimez-vous votre famille? La vraie? Si oui, comment? Ta petite sœur, c'est pas celle qui fait le trottoir? Quelle est la plus grande des qualités? A-t-on résolu le mystère de l'œuf et de la poule? Est-ce que tu peux passer la confiture, s'il te plaît, mon chéri? Tu dramatises quand même un peu, non? Comment fait-on des bébés? Peut-on passer l'éponge? C'est ça, une preuve d'amour? Faut-il comprendre littéralement l'expression 6 pieds sous terre? Si oui, à qui sont-ils?
Est-ce que je suis une mauvaise personne? Papa, pourquoi je pluie? T'as perdu ta langue ou quoi? M'a-t-il déjà regardé comme je le regarde maintenant? La haine a-t-elle à voir avec la marée? Ça n'énerve personne d'autre que moi de ne pas savoir? Tu ne dis plus rien, mon chéri, tu t'ennuies? La confiture console-t-elle de la haine? Je réfléchis trop ou pas assez? Tu es l'étranger de qui? T'as peur? Doit-on attendre? Elle est où, maman? Émotion implique haine, hein? Aimer veut-il dire souffrir? Est-ce qu'on a le droit d'avoir envie de confiture quand on a tué quelqu'un? Est-ce que je fais des amalgames? T'as déjà eu des ennuis avec les flics? Si je construis, détruiras-tu? Est-ce cela, l'ego? Motus et bouche cousue, n'est-ce pas écœurant? Rentabiliser, est-ce bien calculé? Calcutta, c'est quoi? Le coiffeur se coiffe-t-il lui-même? Mais qu'avons-nous à faire des chiffres? Fichtre s'utilise-t-il encore? Pourquoi est soudainement vide ton corps? Le décor fait-il l'espace? Passeras-tu d'une île à l'autre? N'es-tu ni nietzschéen ni nihiliste? Lister les choses futiles est-il sans importance? Qu'en pense ce dont on pense qu'il ne pense pas? Passer à l'âge adulte, ça se voit. Pourquoi ne voit-on pas vraiment rien, les yeux fermés? Mais quelle voix vit dans mes pensées? Vive-les ou vive-la, est-ce si important? T'emporter ou t'empêcher? Pécher ou prêcher? Quelle différence? L'errance, est-ce un souci? Qui sont ces serpents qui sifflent sous nos têtes? T'es-tu déjà étonné de t'entêter autant que tu ne pourrais t'imaginer t'emporter, quoique t'inspire cette tonitruante et terrifiante temporalité? Comment stopper tout ça? Stop? Est-ce qu'il y a une bonne réponse?